Alors, nous vous le disions en introduction, le fil rouge de cette deuxième édition, c'est le lien, ce qui nous relie aux autres, aux vivants, à l'espace, mais aussi à nous-mêmes. Et nous allons maintenant vivre un premier temps d'échange avec une table ronde consacrée à cette question. Est-ce le rôle de la ville de prendre soin de l'individu? Et donc, je laisse la parole à l'architecte et auteur Nadia Samy qui va animer cette table ronde. Nadia, bienvenue. Je vous laisse vous installer et vous allez nous présenter vos intervenants pour cette table ronde. C'est à vous. Merci. Johan, Paul, Eric. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous présenter ensemble ce qui s'appelle une convergence des idées. Et ce qui est extraordinaire à cette table ronde, c'est que sans nous connaître, d'âge, d'origine et d'horizons très différents, nous sommes arrivés ensemble à une même conclusion que chacun ici va vous présenter. C'est que les vulnérabilités, les fragilités, les singularités sont un des vecteurs essentiels, nécessaires pour améliorer notre société. Je vais vous présenter nos invités. Donc, dans l'ordre, du coup, des assises. Eric. Eric, vous êtes architecte urbaniste, docteur en architecture, chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital. Je vous cite, « Les personnes les plus vulnérables révèlent avant les autres les dérives de notre manière de construire. Elles sont en quelque sorte des sentinelles de notre ville. » Johan, vous êtes urbaniste, vous dirigez une agence LDV Studio Urbain, de prospective urbaine, et d'AMU, assistance à maîtrise d'usage. Donc on voit aussi dans la naissance de nouvelles professions tout l'intérêt qui est en train de naître pour ces questions. Vous êtes très engagé dans les questions du Caire, de l'urbanisme du Caire, en opposition à l'urbanisme de l'offre. Je vous cite, « Concevoir la ville à partir d'un usager générique et visible ne suffit plus. » Et donc, Paul, pardon, je me suis fait des notes dans mes petites fiches du coup. Paul Klotz, vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes haut fonctionnaire et vous êtes très engagé sur la question de la condition de vie de l'individu contemporain. Je vous cite, « C'est l'expérience sensible qui doit orienter la manière dont on doit façonner la ville. » Et nous avons une petite absente aujourd'hui, Barbara Attia, qui devait être des nôtres et pour laquelle nous avons une grande pensée. Mais je vais quand même la citer. Elle est psychologue. Elle est fondatrice du premier cabinet de psychologie urbaine en France. Et pour la citer, je reprendrai cette phrase. « Il est essentiel d'aller chercher ce que les habitants ressentent pour compléter les indicateurs classiques des actions publiques. » Donc, fort de tout cela, nous trouvions qu'il était intéressant que chacun vous explique d'où vient, comment sont nées ces convictions, d'où viennent ces convictions. Paul, peut-être ? Oui, bonjour à tous. Avant toute chose, merci beaucoup aux Assises de la Ville Sensible pour leur invitation et merci beaucoup, Nadia, pour ta présentation. Alors moi, je ne suis pas du tout architecte ni urbaniste. Je suis spécialiste des politiques publiques. Et dans ce cadre-là, je m'intéresse à une notion qui est la notion de vie sensible. Cette notion de vie sensible, c'est une clé d'entrée pour comprendre une multitude de vulnérabilités et essayer de les résoudre dans le champ politique. Alors, ça m'est venu de manière personnelle parce que j'ai grandi dans un petit village à la campagne, en Normandie.
Et puis j'ai été, comme beaucoup, marqué par l'expérience de la ville quand je suis arrivé pour faire mes études à Paris, qui cumule une somme de violences sensorielles qu'on n'a pas l'habitude d'expérimenter quand on vit dans des endroits plus reculés, les violences, pollution sensorielle sonore, lumineuse, mais aussi une reconfiguration des rythmes de la vie induite par la ville, avec un usage des transports en commun beaucoup plus important, un usage des écrans plus important. Et donc, au final, ce qui se passe, c'est que votre vécu quotidien est considérablement altéré. En tout cas, c'est la sensation que j'en ai eue. Et de là, j'ai essayé de développer un champ théorique, le champ des politiques du sensible, que j'aimerais vous présenter parce qu'il permet, à mon sens, de donner une clé de lecture politique à ce que peuvent être des villes sensibles. Alors, l'idée, elle est très simple et j'aimerais qu'on fasse un détour par la philosophie. Et si vous en êtes d'accord, on vit dans une société dans laquelle on a l'impression que nos pensées, nos jugements, nos concepts, nos croyances, et au fond tout ce qui détermine la vie collective de la cité est déterminé par des concepts innés, abstraits, qui tombent en nous depuis le ciel. C'est un peu cette prédominance de la raison cartésienne qui aujourd'hui gouverne notre manière de penser. Et je me suis intéressé, notamment dans le cadre d'un livre que je viens de publier chez Flammarion, Contre la brutalisation de nos existences, à un autre pan de la philosophie politique, le pan des empiristes, et notamment d'un philosophe qui s'appelle Condillac en France, qui disent que ce que nous sommes, ce que nous croyons, ce que nous pensons, vient toujours de ce que nous éprouvons. Il prend un exemple, la colère, le ressentiment, qui sont des sentiments forts, viennent toujours initialement d'une sensation qui soit la faim, le froid, etc. Ça, c'est pour le cadre théorique. Et donc, je me suis dit, si on suit les empiristes et qu'on dit que ce qu'on éprouve, ce qui nous traverse au quotidien, notre expérience détermine ce que nous sommes, ce qui nous traverse, ces sensations, elles ont un rôle politique, elles ont des conséquences politiques. Et donc, si on les paramètre, entre guillemets, si on agit dessus, on aura une amélioration et du bien-être physique et du bien-être mental et de la capacité de solidarité des individus et de la protection de la nature, etc. Et sur la question de la nature, on y reviendra dans la deuxième question. Donc voilà. Et donc, je me suis dit, faisons un panorama de notre vie sensible aujourd'hui. Quelle est-elle ? Mettons que la vie sensible, ce soit comme un réseau routier. D'ailleurs, il y a votre monde intérieur et il y a le monde extérieur qui est fait d'une multitude d'expériences et qui produit des stimulations. Et ce monde extérieur remonte en vous par des canaux sensoriels, les 5 sens qui seraient ce réseau routier, via des stimulations qui seraient comme les véhicules qui roulent sur ces canaux. Ce qu'on peut voir d'abord, c'est que les routes qui contribuent à forger ce que nous sommes et à importer l'expérience en nous, elles sont extrêmement dégradées. C'est la question des pollutions sensorielles. On vit dans une société qui n'a jamais été aussi bruyante. Le bruit, la pollution sonore, c'est une des premières causes de mortalité indirecte en Europe. On estime qu'elle coûte 147 milliards d'euros par an à la société. Elle fait exploser les maladies cardiovasculaires. Dans le champ des pollutions sensorielles, on a aussi la question de la lumière artificielle nocturne, qui déstabilise complètement les écosystèmes, puisqu'il y a beaucoup d'animaux nocturnes qui ont un rôle pollinisateur et des services écosystémiques importants. On a aussi montré que la lumière augmentait l'occurrence des troubles bipolaires. Et puis on pourrait aussi parler à certains égards des pollutions olfactives générées par l'industrie. Ça, c'est pour la question des pollutions sensorielles. Mais ces routes, elles sont aussi en certains endroits complètement vides, taries, asséchées, puisqu'il y a un appauvrissement dans notre expérience quotidienne. Cet appauvrissement de notre expérience, toujours sensorielle, on le voit notamment dans la disparition des couleurs. Et il y a des études qui sont faites sur les objets du quotidien qui nous montrent que, par exemple, le blanc, le noir, au milieu du 19e siècle, représentait à peu près 15% de la palette chromatique de l'ensemble de nos objets du quotidien, contre plus de 50% aujourd'hui, alors même qu'on sait que la présence des couleurs présente des effets psychologiques vertueux, notamment dans la réduction du stress, notamment dans l'incitation à protéger la nature pour la présence du vert végétal. Dans cette idée d'appauvrissement sensoriel, on a aussi l'omniprésence des écrans
qui génère en fait un effet d'éviction à l'égard d'autres expériences potentiellement émancipatrices qu'on ne fait plus. Je voudrais prendre un exemple très simple. Entre 1974 et 2010, on a gagné 10 heures de temps libre hebdomadaire par semaine, du fait de l'automatisation des tâches domestiques et du fait de la réduction du temps de travail. Mais ce dont on se rend compte, c'est que ces 10 heures de temps gagnés n'ont donné lieu ni à plus de jardinage, ni à plus de bricolage, ni à plus de pratiques de la cuisine. Et au contraire, certaines pratiques ont diminué. On a perdu 1h30 de temps de sommeil en 50 ans. On passe moins de temps à se doucher et à discuter avec les gens, 41 minutes de conversation en moins sur la même période, parce que l'écran s'est interposé à tout prix avec des mécanismes extrêmement addictogènes. Et donc, il y a un appauvrissement de l'expérience. Donc, des villes saturées, des axes saturés, des axes appauvris. Et dernier aspect, et j'en termine, on vit aussi une dégradation de notre propre capacité à éprouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une transformation des stimuli extérieurs du monde, mais nous-mêmes, dans notre chair, on est de moins en moins capable d'éprouver la richesse et la diversité des sensations et des expériences qui nous traversent, du fait, je l'ai dit, du manque de sommeil de plus en plus criant qui devient un phénomène anthropologique majeur dont on se saisit peu et qui est essentiellement lié aussi à la pollution sonore et aux écrans. On a perdu donc 1h30 de temps de sommeil en 50 ans. Du fait de la sédentarité extrême aussi qu'imposent nos modes de vie, on a divisé par 8 notre activité physique et notre dépense calorique en 200 ans, du fait de l'explosion de l'épidémie de solitude. Donc tout ça donne lieu à une triple brutalisation de la vie sensible qui nécessite de penser la question du sensible à l'échelle de la ville et à l'échelle politique, parce que précisément, c'est la clé d'entrée vers le bien-être physique et le bien-être mental. Merci Paul. Johan, même question. D'où vous vient cette conviction ? Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Nadia. Alors, elle est un peu différente effectivement de Paul, une autre entrée. Alors moi j'ai commencé, je suis originaire du périurbain lointain, pas si lointain que ça, ici je veux dire, puisque je viens d'Ambérieu-en-Bugey, qui est à 50 km de Lyon. J'ai fait mes études ici à Lyon, j'ai beaucoup milité pendant mes études, j'ai pas trop été à l'université, même si j'ai réussi à passer un diplôme de philosophie. Et ensuite, j'ai enchaîné sur l'urbanisme en allant à Paris. Et effectivement, pendant mes études, en fait, j'ai été très engagé sur un combat qui est la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, très engagé auprès notamment des acteurs locaux, des acteurs de proximité, des associations de quartier. Et c'est là, ici à Lyon, que j'ai fait mes premières armes sur ces questions, beaucoup travaillé avec SOS Racisme notamment. Et puis, à un moment donné, en fait, je monte à Paris. Et finalement, en fait, ce travail-là a continué. Notamment parce que l'objectif, c'était via le prisme de notre action, c'était de recréer des moments de vivre ensemble, notamment dans le 19e arrondissement de Paris, 19e arrondissement, pardon. C'était dans les années 2007, 2009, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, dans le 19e arrondissement de Paris, il y avait eu des affrontements en fait, entre bandes rivales, des jeunes juifs, jeunes issus de l'immigration nord-africaine. Et en fait, on avait décidé, avec mes copains de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, et SOS Racisme, d'organiser... on m'enregistre, d'organiser un grand moment de vivre ensemble en fait, sur la place Stalingrad à Paris. Et à ce moment-là, j'ai découvert vraiment la force des acteurs locaux, notamment des associations de quartier, avec qui on travaillait énormément et où on avait organisé vraiment tout cet événement. Donc ça, c'est mon passé militant. Aujourd'hui, je le suis encore. Je suis encore militant. Et puis, en fait, à ce moment-là, je fais des études de philo. Et puis, j'ai la chance de rencontrer un grand architecte urbaniste, lui-même très engagé, en l'occurrence, qui nous a quittés depuis quelques temps maintenant, qui s'appelle Roland Castro. J'ai pas mal cheminé avec lui. J'ai écrit pour lui. Et à ses côtés, en fait, j'ai découvert la chose urbaine. Et c'est là que j'ai fait des études d'urbanisme. J'ai découvert
une autre personnalité qui a fait partie de mon parcours, en l'occurrence qui s'appelle Thierry Paco, et qui, quelque part, avec lui, on a beaucoup dialogué sur des questions d'urbanisme humaniste. C'est d'ailleurs en fait l'une de ses recommandations qu'il m'avait fait au moment où j'ai produit mon mémoire. Il me dit vous devriez pousser en fait cette question en fait de l'urbanisme humaniste. Et puis ensuite, je monte mon agence, donc LDV Studio Urbain, qui est une agence de prospective urbaine au départ. Et on travaille beaucoup sur... on s'auto-édite, on sort beaucoup de choses. Et puis, on commence à travailler sur ce qu'on appelle des appels à projets urbains innovants. Donc en fait, ce sont ces appels à projets qui sont beaucoup développés dans les années 2018, 2020, 2021 à travers Réinventer Paris, Dessine-moi Toulouse, Réinventer je sais pas quoi. Enfin voilà, il fallait beaucoup réinventer à ce moment-là. Et puis et donc du coup, c'est comme ça qu'on commence à expérimenter des choses. Et notamment cette approche-là, moi je me rends compte à ce moment-là que je me rends compte de trois choses. C'est que d'une part, les acteurs locaux dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, je me rends compte que en fait, c'est l'angle mort des processus de concertation. C'est-à-dire qu'en fait, autant il y a une concertation qui se développe alors, de manière sincère ou plus ou moins, on ne sait pas trop, mais autant voilà, il y a une concertation qui se développe dans certaines collectivités, qui reste souvent en fait une concertation pour faire accepter en fait un projet urbain quand même. Hein. On en est là aujourd'hui. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait les acteurs locaux, tout le monde s'en fout en fait, vraiment. Je le dis de manière très honnête, et notamment bon nombre d'élus que j'ai rencontrés les craignent. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui potentiellement vont vous faire des élire. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas être élu parce que en fait, ce sont des acteurs en fait, qui ne sont pas des acteurs du soin. On ne les considère pas comme tels, mais on les considère potentiellement en fait, comme des faiseurs de problèmes. Et donc, du coup, on ne va pas les voir. Et d'autant plus de ça, alors qu'ils ont une expertise d'usage supplémentaire aux habitants, vraiment ce que je pense, hein, parce qu'en fait, ils prennent en charge quotidiennement la question des vulnérabilités dans notre société, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, sans les acteurs locaux, on n'a plus de villes, les villes sont mortes, eh bien, on ne les considère pas. Ça, c'est déjà la première chose que je me rends compte en développant notre agence et en travaillant beaucoup sur des appels à projets comme ça. Et puis, à ce moment-là, on est autour de 2020, ça fait une dizaine d'années, même une quinzaine d'années qu'on a une fabrique urbaine qui est florissante. Nous, on fait de la prospective, donc on observe pas mal en fait les tendances qui sont à l'œuvre et on a énormément de concepts en fait qui sont apparus ces 15 dernières années. Alors, on parle de la ville sensible aujourd'hui, mais voilà, il y a la ville à hauteur d'enfant, la ville inclusive, l'urbanisme circulaire, je sais pas. Il y en a d'autres, la ville relationnelle. Bon, il y en a pas mal en fait qui se sont développés ces dernières années. Et finalement, on remarque que au gré des appels à projets, eh bien, effectivement, certains appels à projets nous disent à un moment donné, bah, tiens, moi, je vais m'intéresser en fait à la question de l'urbanisme genré. Ou demain, je vais un autre appel à projet, je vais m'intéresser à la question de l'urbanisme plutôt de ville à hauteur d'enfant. Et nous, on répond finalement, on accompagne en fait des équipes de maîtrise d'œuvre urbaine, notamment des promoteurs immobiliers, des bailleurs. On doit à chaque fois finalement répondre à tel ou tel désir, voire tel ou tel, je le dis, lubie de tel ou tel élu qui veut s'intéresser à cette question ou cette question. Et là, je me dis, mais en fait, il y a un problème. En fait, c'est une sorte de schizophrénie ce qu'on nous demande en fait. Et là, en fait, je me dis, mais en fait, non, c'est pas possible. Comme si finalement, en traitant ce sujet-là dans tel ou tel appel à projet, eh ben, les autres sujets n'existaient pas. Et donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose à penser. Et c'est là que, quelque part, et là, peut-être le troisième constat, j'accélère. Troisième constat, c'est cette lecture en silo qui existe toujours en fait dans la fabrique urbaine et qui existe aussi encore aujourd'hui, je pense. Quand on nous demande de travailler sur un appel à projet, eh bien, un appel à projet, c'est quoi ? C'est une parcelle, hein, c'est une parcelle sur laquelle on nous demande de travailler, créer un projet urbain sur cette parcelle. Et je me suis souvent, très souvent, retrouvé dans des réunions de projet où on doit s'intéresser, nous,
à la seule parcelle. Et alors que nous, en fait, notre spécialité, c'est de faire du diagnostic d'usage, du diagnostic de vulnérabilité aujourd'hui, eh bien, autour de cette parcelle, potentiellement, il y a un foyer de personnes âgées, il y a un foyer de familles monoparentales, il y a des femmes qu'on accueille parce qu'en fait, elles sont des anciennes femmes battues. Et que, comme si finalement, il fallait qu'on ferme les yeux par rapport à ce qui se passe juste à côté. Et qu'on doit se limiter à cette parcelle-là. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement. Et c'est là que je me dis, en fait, c'est quoi tout ce qui réunit un petit peu toutes ces approches de ville inclusive, de ville relationnelle, etc. Eh bien, à ce moment-là, je me replonge un petit peu en fait dans mes bouquins de philo, je me replonge en fait dans les bouquins de l'humanisme, et très vite, en fait, je me suis dit que je me suis rendu compte que en fait, l'humanisme avait ses limites, c'est-à-dire que on a beau avoir des grands principes d'égalité, d'universalité, etc., etc., eh bien, les situations concrètes, aujourd'hui, eh bien, dépassent cette question, quelque part. On a beau vouloir, en fait, une société d'égalité réelle, la question, c'est qu'aujourd'hui, il existe toujours des vulnérabilités qui s'expérimentent, en fait, dans les situations. Et j'en viens. C'est de cette manière-là que, en fait, je me suis intéressé, effectivement, à la question des vulnérabilités, parce que je crois que, finalement, toutes ces approches qui, aujourd'hui, sont des formes d'urbanisme engagé, quelque part, eh bien, la volonté, c'est de traiter des enjeux qui traversent la société aujourd'hui. Et ces enjeux-là, je crois que finalement, le dénominateur commun de la ville relationnelle, de la ville à hauteur d'enfant, de la ville qui s'intéresse au bien vieillir des aînés, notamment des seniors, eh bien, c'est la question des vulnérabilités. C'est-à-dire qu'on va dire, on va traiter une ou plusieurs des vulnérabilités. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle « Pour un urbanisme du Caire », parce que c'est en allant chercher en fait une éthique quelque part qui part des situations réelles, en l'occurrence le care, parce que c'est à la fois une pratique et à la fois une éthique, eh bien, il y a une proposition en fait quelque part en fait d'une éthique commune qui serait dédiée aux acteurs de la fabrique urbaine. Merci beaucoup, Johan. Éric, même question. D'où vient cette conviction que le prendre soin des vulnérabilités, au prisme des vulnérabilités, on sait améliorer nos sociétés et nos villes? Là, j'en suis peut-être pas encore arrivé à ça, mais alors juste pour dire comment effectivement, moi je suis arrivé à ces sujets il y a une petite dizaine d'années. J'ai commencé à être architecte, voilà, sans avoir ça en tête, et puis c'est arrivé parce que j'ai été amené à travailler sur des projets d'équipement de soins, et puis surtout j'ai été amené à travailler sur un très gros projet de livres et d'exposition au pavillon de l'Arsenal sur la question de l'architecture et du soin avec Cynthia Fleury. Donc j'ai un peu plongé là-dedans. Et puis j'ai été dans ce cadre-là, j'ai fréquenté de très près des lieux de soins, notamment en psychiatrie. Et j'en suis effectivement jamais vraiment sorti, sachant qu'en parallèle, j'étais aussi à la recherche d'une manière un petit peu plus intéressée. À la recherche je suis aussi chercheur et j'ai un aspect un peu plus théorique de mon travail. J'étais aussi à la recherche d'un concept pour construire une lecture critique de l'architecture. Et il se trouve que l'idée de soins et de vulnérabilité permet ça de manière assez efficace. Donc aujourd'hui, je suis architecte et j'anime toute une activité d'architecture autour du soin au sein de la chaire de philosophie à l'hôpital dont tu parles en introduction. Donc il y a un lieu de recherche, d'enseignement, de recherche-action qui a été monté par Cynthia Fleury il y a 10 ans au sein de l'hôpital. C'est la particularité de ce... Donc d'abord, on est à Sainte-Anne, donc c'est psychiatrie neurosciences, et puis il y a différentes antennes. La mienne, donc, que j'ai montée sur l'architecture, a lieu dans un endroit exceptionnel, notamment pour son architecture, qui est l'Adamant, qui est un hôpital de jour psychiatrique qui est situé à Paris sur une péniche. Et donc l'idée, c'est tout ce que fait la chaire de philo et ce que je fais moi pour ce qui est de l'architecture, c'est de réfléchir à la question du soin à partir de lieux où le soin est compris dans son sens le plus concret, le plus intime, le plus expérientiel, c'est-à-dire le lieu de l'hôpital, très clairement. Et puis, à partir de là, on essaye aussi d'élargir. Mais il y a toujours cette idée parce qu'évidemment, il y a cette idée très importante de dire qu'effectivement, nous sommes tous vulnérables, et donc il y a cette acceptation de la vulnérabilité comme un petit peu un commun irréductible, et ça, c'est très bien qu'on en soit à ce moment-là.
Après, il y a aussi des différentes vulnérabilités. Et il y a, comme dit une soignante avec qui je parle, certes, on est tous vulnérables, mais on ne tombe pas tous malades de notre vulnérabilité. Donc, il y en a pour qui c'est plus critique, il y en a pour qui c'est plus complexe et qui demandent des véritables... voilà. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est depuis le lieu de l'hôpital, et c'est avec l'hôpital, c'est-à-dire que c'est avec les patients, avec les soignants. Donc, très concrètement, moi j'ai un séminaire qui existe depuis 7 ans déjà et qui est ouvert en priorité aux patients, aux soignants et puis aux étudiants et puis à tout ça. Ce qu'on fait donc dans ce séminaire, à la fois en termes de recherche théorique et puis d'expérimentation, donc c'est réfléchir à ce que, je reprends encore un mot de Cynthia qui est un peu ma Thierry Paco, réfléchir à ce qu'elle appelle la fonction soignante de l'architecture, c'est-à-dire en quoi l'architecture participe d'un projet de soins, de manière volontaire ou pas, de manière délibérée ou pas. Donc ça pose la question de l'intentionnalité, la question de la responsabilité, etc. Avec cette idée donc de partir toujours des lieux de soins eux-mêmes, c'est-à-dire quand le soin est une fonction de l'architecture. Voilà. Et puis donc les lieux des hôpitaux, mais aussi les EHPAD, mais aussi les appartements thérapeutiques, enfin tout un tas de choses. Et puis en particulier dans le cas de la psychiatrie qui m'intéresse plus spécifiquement. Sachant que tout ça, évidemment, inclut une étude de l'histoire inverse, c'est-à-dire que malgré tout, longtemps, et dans une majorité de cas, l'architecture a été beaucoup sollicitée, non pas pour faire du soin, mais plutôt pour faire l'inverse, pour faire du non-soin, voire pour faire de la réification. Et ce qui est dramatique, c'est que c'est en particulier dans les lieux qui sont supposés être des lieux de soins. Donc là, on voit comment on a un virage assez massif à opérer. Et puis, dans le même temps, il y a l'idée, dans une perspective plus large, de faire cet élargissement dont je parlais, c'est-à-dire d'imaginer qu'est-ce que ça voudrait dire de faire du soin la fonction première, matricielle de toute architecture, de tout acte de bâtir. Qu'est-ce que ça peut donner comme forme, comme usage de la matière, comme usage des ressources, comme relation à la maîtrise d'ouvrage, etc. Donc en quoi ça conduit vraiment un virage théorique, épistémologique hyper puissant pour engager l'arrivée de nouvelles pratiques. Voilà. Et tout ce qu'on observe, c'est qu'on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'à partir de situations de vulnérabilité très précises, très particulières, c'est ce que tu disais en introduction, on se rend capable de bâtir une critique plus globale de l'architecture, on se rend capable d'inventer des nouvelles formes, d'inventer des nouvelles méthodes, d'inventer des dispositifs de conception partagée, etc., qui incluent des populations vulnérables qui ont longtemps été exclues des processus. Voilà, donc c'est vraiment le passage entre le lieu de la clinique et la ville, et les allers-retours entre les deux que j'essaye d'opérer toujours en partant de lieux de soins. Et donc, je peux encore dire un mot, pas Bien juste sûr. Je sens que vous avez l'air tous les deux un peu... Oui, c'est le maître du temps et je me fais gronder si je dépasse. Non, peut-être juste dire deux actions sur lesquelles Donc, il y a ce séminaire qui a lieu depuis 7 ans, dans lequel on reçoit des architectes, évidemment. Par exemple, on reçoit Chloé Baudard à la rentrée, qui est l'agence Construire, qui fait un très bel hôpital à Tarbes en ce moment. On a reçu Amélia Tavella, Salima Nagy, plein de gens qui travaillent sur la question du soin. Et puis on reçoit des philosophes, Bruce Bégou, Pierron, plein de choses qui travaillent sur le soin, plein de gens qui travaillent sur le soin, pardon. Éric Chauvier, Michel Lussot, Maxime Pérez-Vogel, dans un autre genre, qui est fondateur de la Maison Perchée à Paris, qui est un lieu assez exemplaire sur l'usage de l'espace dans une dynamique de soins, des artistes, etc. Et puis à côté de ça, mais ça j'en parlerai peut-être plus s'il y a une deuxième question, c'est aussi la mise en place d'ateliers de co-conception d'architecture avec des patients en psychiatrie pour essayer de les remettre dans des dispositifs de fabrication dont ils sont absolument exclus. Tout à fait. Merci beaucoup, Éric. Donc, nous venons d'entendre comment cette prise en compte des singularités, des vulnérabilités de manière systémique est en train de naître et de prendre de plus en plus de place dans la fabrique de la ville et de nos sociétés. Maintenant, nous souhaitions aussi vous montrer, vous partager le côté concret de ces approches. Il ne suffit pas de vous dire ce que l'on pense et ce que l'on souhaite voir naître, mais il est aussi important de vous partager comment, dans nos villes, dans vos villes, dans nos rues, dans vos cités, nous mettons cela en œuvre pour une société plus apaisée,
moins performante et plus apaisée, donc plus sereine, pour reprendre les termes de Hamon tout à l'heure. Paul? Oui, alors en ce sens, moi j'aimerais faire un focus sur la question de la sensibilité à la nature. Donc toujours dans cette idée que ce qui nous traverse, ce que nous éprouvons détermine ce que nous sommes. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'expérience quotidienne de la nature via un terme qu'on a créé à la Fondation Jean Jaurès, qu'on a nommé l'éco-sensibilité. La sensibilité à la présence du vivant, à la présence de l'environnement. En fait, en faisant des recherches, on s'est rendu compte que on vit, c'est pas une surprise, dans une société dans laquelle la référence à la nature se dégrade progressivement, c'est-à-dire que l'idée de base que se font les individus de la nature, elle a tendance à s'appauvrir du fait de l'artificialisation des sols, du fait de la chute de la biodiversité, du fait de transformations météorologiques, du retard dans certains cycles naturels. Et cette dégradation de l'idée de base de la nature, elle a des conséquences très importantes à travers de ce qu'on appelle le syndrome d'amnésie environnementale générationnelle. C'est-à-dire que ce syndrome d'amnésie environnementale générationnelle, c'est une théorie développée par des psychologues américains qui ont montré que votre désir de protection de la nature, votre engagement écologique dépendait de l'idée de base que vous faisiez de la nature. Donc si les enfants grandissent dans une société où la nature est de plus en plus appauvrie, alors ils considéreront que cette référence-là est normale et donc ils ne seront pas forcément incités à la protéger une fois à l'âge adulte. Donc il y a une nécessité de développer la sensibilité au vivant par une immersion concrète dans des expériences sensorielles de la nature, le chant des oiseaux, le grand air, la marche en forêt, toucher les végétaux. Et ça, c'est le rôle avant tout de l'aménagement de l'espace public, puisqu'on a aujourd'hui 70% de la population qui vit dans des espaces urbains ou périurbains. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que cette écosensibilité, elle avait des conséquences, non pas seulement sur l'incitation à protéger l'environnement. Alors certes, ceux qui ont eu l'expérience de l'environnement la plus forte dans leur enfance sont en tendance les militants écologistes les plus vigoureux, mais on a aussi montré que la présence à la nature, l'expérience sensorielle de la nature, elle avait des conséquences sur l'amélioration du bien-être physique et du bien-être mental. Je prends deux exemples. Première, sur la question du bien-être physique. Si on met un arbre devant une chambre d'hôpital, la durée de convalescence moyenne post-opératoire, elle est réduite de 0,7 jours. Donc on imagine les conséquences énormes que ça peut avoir et pour les comptes sociaux et pour la qualité du soin si on généralise par exemple la végétalisation aux abords des hôpitaux plutôt que la présence de parking ou de zones bétonnées. Ça, c'est pour la question de la santé physique. Et puis, il y a la question de la santé mentale qui est éminemment importante. Plusieurs études ont été faites en ce sens. J'en citerai deux. La première, elle a été faite à Chicago auprès d'un foyer, d'un bloc HLM essentiellement composé de mères célibataires, de familles monoparentales. Et on a comparé deux situations, un bloc HLM qui donnait sur un parking et un bloc qui donnait sur une forêt. Et on s'est rendu compte que le taux de violence intrafamiliale, violence envers les enfants notamment, le taux de dispute, était beaucoup plus faible dans les ensembles résidentiels qui donnaient sur la forêt et la verdure. On peut citer d'autres exemples, une expérimentation qui a été faite à Lorient, en Bretagne, et qui a montré que lorsque vous mettez des inconnus dans un parc et que vous mettez une autre cohorte d'inconnus dans une rue bétonnée, et ben en fait, les inconnus dans un parc ont des marques de sympathie les uns à l'égard des autres beaucoup plus prononcées. Ils se disent bonjour, ils se serrent la main, ce qu'ils ne font pas dans la rue. Ça a des conséquences éminemment importante et c'est un sujet presque invisible tel que pris sous cet angle, alors qu'il peut vraiment bousculer la société en incitant de manière très forte à la transition écologique, en améliorant le bien-être mental, en améliorant le bien-être physique, et ça peut passer par des décisions d'aménagement très simples. Je sais que la mairie de Vaux-en-Velin, par exemple,
avait mis en place un parrainage d'arbres citoyens. Donc, chaque nouvel arrivant dans la commune ou chaque nouvel enfant pouvait parrainer un arbre, donc assister à sa plantation, en choisir l'essence, etc. Ça, c'est une manière, je trouve, très intéressante de développer le lien à la nature et la présence à la nature. Je formule d'autres propositions. La question des zones humides, par exemple, dont on sait que ce sont des corridors de biodiversité et des réservoirs de biodiversité extrêmement importants qui peuvent être systématiquement aménagés dans les zones urbaines, ou bien encore l'Atlas de biodiversité communale, qui est, je crois, un outil très intéressant, qui aujourd'hui est une obligation facultative pour les communes, mais qui pourrait s'inscrire dans une démarche de co-conception avec les citoyens, pour justement que ces derniers puissent prendre connaissance de la nature présente sur leur territoire et ainsi mieux la protéger. Voilà, donc ça c'est un exemple très simple au travers de la nature sur comment améliorer la vie sensible et en faire un levier de transformation du bien-être physique, du bien-être mental et de transition écologique. Merci Paul. Éric, des applications concrètes, pardon Éric, Johan, des applications concrètes de ce que tu portes? Oui. Alors, en fait, je vais vous parler d'un projet sur lequel on a travaillé. Aujourd'hui, nous, notre travail, essentiellement, en fait, on travaille avec des collectivités, on travaille avec des aménageurs, également des opérateurs immobiliers, des bailleurs, des acteurs du logement social. Aujourd'hui, notre travail, essentiellement, il se base d'abord et avant tout, c'est vraiment la matrice de notre travail, c'est ce qu'on appelle en fait le diagnostic d'usage, voire le diagnostic des vulnérabilités. Et en fait, ce que je vais vous présenter, je ne sais pas si on peut montrer en fait le visuel que je vous avais proposé. Voilà, c'est ça. Dans l'urbanisme du Caire, en fait, il y a 3 principes. Et c'est à travers en fait ce projet dont je vais vous parler que je vais évoquer finalement ces 3 principes. C'était il y a quelques années, on a travaillé avec un opérateur immobilier, en l'occurrence ce n'est pas Bouygues, c'est pas les nouveaux constructeurs non plus. Il s'agit de Altarea Cogedim. On est à Caen, à côté de Caen, dans une petite ville qui s'appelle Colombelles. Alors Colombelles, en fait, pour vous brosser rapidement le portrait, c'est une ville très très populaire, ancien territoire industriel, puisque du coup, en fait, sur cette ville, il y avait une ancienne usine qu'on appelle la Société de métallurgie normande, qui recouvrait à peu près 80% du territoire de la ville. C'était assez énorme, une immense usine, et qui a été complètement démantelée. Parce que en fait, voilà, on n'est plus sur ce type d'industrie aujourd'hui. Et donc du coup, c'est une ville qui, comme beaucoup de villes post-industrielles, a une ville où en fait on a beaucoup de chômage en fait dans cette ville. Et donc notamment, c'est un territoire d'expérimentation zéro chômeur. S'accompagne aussi que c'est en fait une ville finalement assez jeune et qui, de fait, subit beaucoup de décrochage des jeunes. Et donc, sachant tout cela, parce que du coup, en fait, tout cela, eh bien, on l'a étudié. On a essayé de le comprendre à travers un diagnostic d'abord chez nous. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, ce qu'on va aller faire... Ah oui, pardon, je n'ai pas parlé de notre mission. Qu'est-ce qu'on devait faire? L'objectif. Pourquoi on travaillait pour Cogedim? En fait, on travaillait pour Cogedim à ce moment-là parce qu'en fait, l'ambition sur une ZAC, ce qu'on a appelé la ZAC, qu'ils ont appelé la ZAC Jean Jaurès, eh bien, l'ambition de l'aménageur, en l'occurrence, c'était de proposer la construction notamment d'un îlot de logement, d'une opération de logement en fait, de 45 logements. Et notamment, l'ambition, c'était de créer en fait, une petite centralité qui permet à la fois de réunir plusieurs commerces, puisque du coup, il y avait quelques petits commerces qui vivotaient, mais qui étaient déjà implantés en face. Et nous, notre mission, quelque part, en fait, c'était de définir quelle allait être en fait, la vocation, la destination en fait, des rez-de-chaussée actifs de cette opération immobilière. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre? Est-ce qu'on va y mettre des commerces? Est-ce qu'on va y mettre des activités associatives, un cordonnier, je ne sais quoi, une activité industrielle, j'en sais rien. Et bon, donc nous, en fait, on devait réfléchir à ça. Connaissant un petit peu le contexte, on s'est dit, OK, on va aller sur le territoire et on va aller rencontrer des acteurs locaux, justement. C'est ce
ce dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi des acteurs locaux? Parce que et quels acteurs locaux on va rencontrer? Eh bien, sachant que voilà, il y a un sujet de décrochage scolaire assez fort, d'accompagnement des jeunes qui est nécessaire, eh bien, on va aller voir, finalement, des acteurs associatifs et notamment des éducateurs spécialisés. Et là, je me retrouve au cœur de l'immersion. Généralement, c'est 2-3 jours. Et donc, je me retrouve dans une salle de boxe. Ça ne s'invente pas. Je rencontre 3 gars qui ressemblent un peu tous à Vincent Cassel et qui, là, me disent « Ok, c'est quoi ton projet ?» Donc je leur explique, voilà, c'est quoi mon projet. Aujourd'hui, je travaille pour un opérateur immobilier. On doit réfléchir à la question des rez-de-chaussée actifs, en l'occurrence. Et je sais que vous travaillez, donc c'est ce que je lui dis, je sais que vous travaillez dans un autre quartier, vous accompagnez des jeunes. Ici, il y a aussi une population de jeunes qui est peut-être en décrochage aussi. Comment faire quelque part pour vous aider? Comment faire pour vous aider à ce que le projet qu'on va développer puisse renforcer votre action. Et donc, quelque part, j'ai loupé un peu le sujet, mais donc, ce travail-là, tout ce qu'on fait là, quand on va rencontrer ces personnes-là, eh bien, c'est le premier des principes de l'urbanisme éducaire. C'est de partir des situations vécues. C'est d'aller sur le terrain, d'observer, de rencontrer, d'écouter, de comprendre, et que quelque part, de construire en fait à partir du réel, à partir des situations. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, effectivement, je lui pose cette question et il me dit je vais t'expliquer en fait mon travail, moi au quotidien. Le travail que je fais auprès de ces jeunes-là, eh bien, c'est de les accompagner, effectivement. Mais le premier des principes de mon travail repose sur la discrétion. C'est-à-dire qu'en fait, quand je travaille avec des jeunes, si je me fais voir, par exemple, de leurs parents ou des personnes qui les accompagnent, des adultes notamment, eh bien, le soir, quand ils vont rentrer chez ces jeunes, eh bien, leurs parents, ils vont leur dire « Mais qu'est-ce que tu foutais avec cet éducateur? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème ?» Et donc, le truc, c'est que le lendemain, en fait, ce jeune-là, eh ben, c'est terminé, je ne vais plus le revoir. Je ne vais plus pouvoir l'accompagner. Et c'est la même chose, on travaille avec la police. Donc, en fait, effectivement, il faut qu'on soit extrêmement discret parce qu'en fait, les jeunes qu'on accompagne, s'ils savent qu'on travaille avec la police, eh bien, c'est non seulement un jeune que je vais perdre, mais c'est tous les jeunes. Et donc, du coup, là, tu me proposes un rez-de-chaussée, de réfléchir à un rez-de-chaussée. Moi, au final, en fait, ce rez-de-chaussée, c'est tout sauf discret, en fait, en réalité. Et donc, à partir de là, si tu me proposes un local dans un rez-de-chaussée, même s'il est grand, en fait, je vais te dire, ça ne correspond pas du tout à mes besoins et ne correspond pas du tout aux situations. Et en fait, c'est ça qu'on a appris en fait, de ce diagnostic, de partir des situations vécues. Et donc, finalement, le deuxième principe, qui est celui en fait, de prendre en compte les vulnérabilités dans le projet urbain, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que considérer quelque part en fait la vulnérabilité et les situations de vulnérabilité comme une donnée à part entière du projet urbain et non pas uniquement la capacité foncière ou je ne sais quelle rentabilité en fait de telle ou telle parcelle, et bien se dire que comment finalement on va traiter cette vulnérabilité à partir du projet urbain. Et donc là le type me dit donne-moi un sous-sol, un 10 mètres carrés sans fenêtre, c'est pas grave. Mais ça va à l'encontre total de tout ce que j'ai appris à l'école d'urbanisme. Et ça va à l'encontre total de tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la ville vivante, c'est-à-dire de créer des rez-de-chaussée qui sont actifs. C'est d'ailleurs un mot qu'on a inventé. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, voilà, parce qu'en fait, on ne part pas des situations réelles que vivent les gens réels, en l'occurrence, celles et ceux qui accompagnent les vulnérabilités. Et donc, quelque part, en fait, c'est ça qu'on fait au quotidien. Et donc, partager la responsabilité, qui est le dernier axe en fait, de l'urbanisme éducaire. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter de penser qu'on a toutes les solutions en tête, en fait. C'est pas parce qu'on est des architectes, des urbanistes, des promoteurs, des élus qu'on fait, on a toutes les solutions en tête. Non, celles et ceux qui accompagnent les vulnérabilités au quotidien ont les réponses. Et donc, c'est avec elles qu'il faut travailler. C'est les acteurs du lien, c'est les acteurs du soin
celles et ceux qu'on va jamais voir, les personnes invisibles, les personnes et les personnes qui sont elles-mêmes en situation de vulnérabilité. Tout à l'heure, Eric parlait en fait des personnes qui sont en situation d'autisme notamment. Enfin, ce sont elles en fait qui ont ces réponses-là. Et donc quelque part, il faut élargir le cercle habituel de la fabrique urbaine. Et c'est ce travail-là qu'on fait. Et c'est ce travail-là qui prouve que, en fait, quelque part, c'est possible. En fait, le projet à la fin, on l'a gagné. Bravo, merci. Eric, pour le coup. Oui, non, effectivement, je vais présenter une déclinaison de ce que raconte Johan, peut-être avec moins d'emphase. Ça va être plus plat mais peut-être qu'on peut mettre la slide quand même. C'était. La deuxième. Non. Voilà. Non. Ça, ouais, juste avant. Ouais, voilà. Je crois. Oui, c'est ça. Oui, comme je le disais un petit peu, moi je travaille essentiellement à partir de la question des psychopathologies et plus particulièrement encore en milieu psychiatrique, que ce soit milieu psychiatrique ouvert ou fermé. Et effectivement, l'une des applications les plus concrètes de ce qu'on fait, c'est un atelier qu'on a monté en partenariat avec l'école d'architecture de Belleville pour travailler sur l'architecture et la psychiatrie. Donc l'architecture comme outil de soin en cas de psychopathologie. Et puis surtout, ce qui nous tenait beaucoup à cœur, c'était d'inventer des méthodologies de conception qui incluaient les soignants et les patients, parce qu'effectivement, en termes de population invisibilisée, pour reprendre la suite de Johan, est complètement exclu du système de production. Les patients en psychiatrie, je pense qu'ils sont à peu près au top ou en bas de la pyramide. Et donc voilà, parce que c'est une population en plus dont on considère qu'a priori sa parole n'est pas légitime. Donc de toute façon, ça ne sert à rien. Autant on peut inventer des trucs pour les enfants, pour les vieux. Enfin voilà, aujourd'hui il y a plein de choses participatives qui s'inventent. Pour les patients en psychiatrie, il n'y a absolument rien qui n'est fait. Et donc c'est l'un de nos grands enjeux. Donc l'année dernière, on a emmené un groupe d'étudiants, donc voilà, c'est un studio de projet à l'hôpital Esquirol, donc c'est un gigantesque hôpital psychiatrique à l'est de Paris, du 19e, une architecture extraordinairement ambivalente, puisqu'on c'est vraiment l'asile, mais en même temps c'est absolument exceptionnel. Les unités de soins sont organisées autour de patios. Enfin, il y a vraiment. Et c'est Esquirol himself, donc, qui a fait son hôpital, donc, qui était toujours modèle asilaire, mais en même temps avec une révolution humaniste, et ça donne quelque chose d'assez incroyable. Et donc on a emmené les étudiants sur place pour imaginer des projets de réaménagement d'un pôle. Et surtout, ça s'est fait avec les soignants, ça s'est fait avec les patients, et ça aboutit à l'invention d'ateliers pour essayer de récolter la parole et d'inclure leurs ressentis, leur vécu dans les propositions de réaménagement des lieux. Donc c'est évidemment difficile à monter, ça prend beaucoup de temps. Il y a pas mal de barrières qu'on se prend de la part de la hiérarchie, mais ça produit quand même in fine des choses. Et puis cette année, on a refait l'expérience, cette fois avec des patients de l'Adaman, donc hôpital de jour. Et le sujet, c'était d'imaginer des lieux de soins psychiatriques en ville. Et donc voilà, on a refait cette expérience en essayant un petit peu de montrer que tel ou tel dispositif, par calque, par dessin, par parole, par maquette, qu'est-ce qui marche en fonction des patients, en fonction du temps qu'on y met, en fonction de telle ou telle pathologie. Donc ça c'est un peu le sujet qui moi me tient le plus à cœur en ce moment, c'est d'essayer de monter un peu en puissance sur que ces choses-là fassent leurs preuves. Et puis juste à l'opposé du spectre, c'est une action qui se rapproche un peu plus de ce que fait Johan, mais de manière beaucoup plus expérimentale pour nous, puisqu'on n'est pas du tout, on n'est pas une structure qui produit des services d'AMO, mais on accompagne la ville de Saint-Médard-en-Jalles avec la chaire de philosophie, Cynthia Fleury et Antoine Fenolio, qui est une ville moyenne à côté de Bordeaux, dans la métropole de Bordeaux, dont le maire Stéphane Delpera a décidé de faire du soin le principe structurant de l'ensemble de ses politiques publiques.
et on l'accompagne. Voilà, notamment avec des dispositifs dans certains lieux critiques qu'on a choisis, qui sont l'école primaire et l'EHPAD, pour essayer de voir ce que les populations imaginent pour leur ville. Et puis là, on essaye de transformer ça en principe d'aménagement de l'espace. Voilà, donc ça, c'est une autre action à plus grande échelle. Merci beaucoup, Éric. Alors maintenant, je me tourne vers vous, fort de tout ce que vous venez d'entendre, de la naissance de cette préoccupation des singularités, des vulnérabilités, des fragilités, et de la mise en application de ceci. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez envie de réagir? Est-ce que vous sentez que c'est en cours, que ces considérations sont maintenant dans votre quotidien interpellées pour la fabrique de la ville? Oui. Alors, je ne sais pas qui amène les micros. Merci, je suis la première à faire retour. Merci à tous les trois pour vos contributions, ce que vous nous avez apporté là. Je trouve que c'est remarquable. Je suis très sensible à ce que dit Éric, mais également Paul et Johan. Il y a quelque chose dans la ville, il suffit de prendre le métro pour rentrer chez soi, traverser la ville. Il y a des lieux, en effet, pour tous ceux qui ne... Je ne sais pas si vous prenez le métro, tous les psychotiques qui sont dans la ville, qui n'ont aucun endroit, qui n'habitent pas, qui ont des... Alors, je suis philosophe et psychanalyste, je dois préciser peut-être, mais pour toutes ces personnes qui n'ont pas de lieu, qui n'habitent pas ou qui sont empêchées d'habiter pour différentes raisons, je trouve que ces projets sont remarquables. Je trouve remarquable d'évoquer la Marante, cette péniche qui fait ce lieu de soins et de vie, et d'associer la vie aux soins et la vie à la nature. Enfin, ça évoque beaucoup de choses que l'on pense actuellement, mais on a encore du chemin pour y aller, pour y arriver. Donc il faut continuer et voilà. Bonjour, Pierre-Luc Barbe, moi je suis le directeur d'Habitat et Humanisme dans le Rhône. Je suis très sensible à tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire prendre en compte les vulnérabilités pour construire la ville de demain. Néanmoins, force est de constater que l'acceptation des riverains, du public qui vit autour de projets qu'on va porter, elle n'est pas au rendez-vous. Pour partager et continuer sur cette forme de témoignage, quand on construit une pension de famille, c'est 25 logements pour des personnes seules. À 70%, c'est des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques ou de troubles mentaux sévères. Aujourd'hui, on n'a pas un seul projet sans 4 à 5 recours contre le projet de construction. Je ne parle même pas encore de l'acceptabilité dès que le projet est ouvert. Donc je trouve que c'est très intéressant, mais j'ai l'impression qu'on partage des idées dans un petit cercle bien pensant, mais que le côté acceptabilité plus large reste un vrai challenge et on a encore beaucoup de chemin à faire. C'est vrai. Non, c'est vrai, effectivement. Pour parler encore de la psychiatrie, il y a eu ce fameux mouvement de sectorisation à partir des années 60, 70, 80, où il s'agissait de remettre de la psychiatrie en ville. Et ça a eu ses limites parce qu'une résistance énorme de la population, des élus, après voir comment les choses se mettent en place. Et aujourd'hui, mettre de la psy en ville, c'est comme mettre une salle de shoot, c'est très très difficile. Donc oui, c'est vrai qu'il faut... ça fait partie de l'équation. Peut-être apporter aussi, je suis assez d'accord, hein, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Après, je pense que, comment dire, je pense que ce que vous dites, monsieur, c'est que ça s'inscrit dans un contexte. Aujourd'hui, le contexte que l'on vit, c'est... on parlait de démocratie hier, on a passé la soirée ensemble, et moi, ce que je pense, c'est que en fait, il faut, si on veut développer un urbanisme qui part des besoins, qui ne soit pas uniquement un urbanisme de l'offre, il faut qu'on puisse, quelque part,
voire élargir la focale. C'est-à-dire, en fait, quelque part, il faut qu'on réapprenne collectivement à déterminer quels sont les besoins réels de notre société. Et ça, ça se travaille quotidiennement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie telle qu'on la vit repose sur une démocratie d'échéance. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 2-3 ans, eh bien, on est amené à réfléchir ensemble à quels sont nos besoins réels et on va choisir tel ou tel programme politique. Aujourd'hui, je considère que cette démocratie, en fait, elle doit devenir en fait une démocratie en continu, pour permettre quelque part à tout le monde, tout un chacun, de réfléchir quelque part en fait à la notion de besoin, mais de manière collective. C'est-à-dire que en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que aujourd'hui encore, on considère que, parce que c'est de ça dont on parle quand il y a des recours, c'est qu'en fait, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de concertation, peut-être qu'il y en a eu, peut-être que ça a amener des frictions, et comment on considère finalement l'objet même de la concertation, la pratique même de la concertation. Est-ce que c'est pour faire accepter un projet urbain? Parce qu'on parle d'acceptation du projet urbain. Mais si en fait on travaille sur de la concertation en continu, si on travaille sur définir quels sont les besoins réels, c'est-à-dire mener des diagnostics partagés régulièrement, et donc tout simplement d'arriver quelque part à déterminer ensemble de manière collective quels sont aujourd'hui dans notre société, dans nos quartiers, eh bien, les projets dont on a besoin quelque part pour répondre à des crises globales que l'on vit. En l'occurrence, une crise environnementale, des crises sociales, des crises démocratiques, la question en fait, de l'isolement, la question de la santé mentale. Eh bien, quelque part, en fait, on peut arriver à faire bouger aussi en fait, les lignes et à faire bouger quelque part aussi les a priori de chacune et chacun. Je terminerai là-dessus. Oui, pardon. Oui, merci. Plusieurs interrogations, mais Pierre-Luc vient déjà d'ouvrir le débat sur le prendre soin, et on n'en a peut-être pas assez parlé. Moi, je voudrais réagir sur 2 ou 3 éléments très concrets, très factuels. Alors, j'ai bien compris que les politiques publiques, elles s'appuyaient sur beaucoup de data, qu'on dorme 1 heure et demie de moins ou 1 heure et quart. Le problème, c'est aujourd'hui comment les politiques publiques peuvent-elles répondre concrètement et de façon rapide. Tout à l'heure, Pierre-Luc parlait effectivement des difficultés sur tous les projets d'habitat humanisme. Georges Kennepékian en parlerait mieux que moi, mais habitat, humanisme, soins, on vit aussi des grosses difficultés au niveau des EHPAD et de l'environnement. Alors, je vais prendre 2 cas très concrets. Le premier, pendant la période du Covid, sur Saint-François, sur l'EHPAD Saint-François. Alors, je dis la période du Covid, il y a des gens qui ont compris que la période du Covid, c'était on ne prend aucun risque, et puis d'autres qui avaient compris qu'on pouvait faire absolument n'importe quoi et développer des choses facilement. On est allé aménager, nous, les combles de Saint-Bonaventure pour faire des salles d'ouverture, enfin de rencontres, pendant la période du Covid, parce que personne ne nous emmerdait. Mais je reviens sur Saint-François. Pendant le Covid, il y a eu des personnes âgées dans le quartier de la Croix-Rousse qui, étant isolées, sont venues aussi à l'EHPAD pour avoir un morceau un casse-croûte, un certain nombre d'éléments. Et après, tout le monde s'est dit, tiens, c'est une question de bon sens. Pourquoi la restauration et le restaurant de l'EHPAD ne pourraient pas s'ouvrir sur le quartier puisque ça donne sur la rue? Alors l'ARS a dit, tout de suite, attention, l'EHPAD, c'est un établissement protégé d'inutilité sociale, on va le dire, enfin de gens ayant une utilité sociale. Et du coup, arrêtons. L'ARS a dit non et on n'est pas allé plus loin. Alors, je passe sur un tout autre projet en revenant sur ce que disait tout à l'heure Olivier Hamon, sur le problème de l'eau et sur le problème de la végétation, parce que je ne vais peut-être pas faire plaisir à tous les architectes qui sont présents ici, mais l'eau et la végétation, c'est 2 éléments qui sont un peu dérangeants parce que ce sont 2 éléments vivants. Et on aime bien avoir des bâtiments très bien dessinés, finis et qui ne bougent pas dans le temps. Sur le siège social actuellement que l'entreprise Motul construit à Paris, l'idée était d'être au maximum dans l'esprit d'une véritable écologie
Et donc, beaucoup d'espaces plantés, des terrasses végétalisées, et l'idée de réutiliser l'eau, avec d'ailleurs une société lyonnaise, une petite société lyonnaise Urbasens, qui essaye de voir comment on peut réutiliser le circuit de l'eau. Eh bien, il y a un décret qui traîne depuis, je crois, à peu près 10 ans en France, sur le fait que quand une terrasse végétalisée est ouverte au public, ne serait-ce qu'aux collaborateurs d'une entreprise, il est interdit de réutiliser l'eau qui tombe du ciel pour en faire de l'arrosage direct. Et donc, alors l'ADEME dit ça marche, c'est idiot, tout le monde dit c'est idiot, mais ça ne bouge pas. Et je rejoins, moi, effectivement, le propos de Jean-Luc de dire mais pourquoi en France, quand on connaît autant de cas très précis venant du bas et pas du haut, pourquoi on n'arrive pas à faire bouger plus vite tous ces problèmes qui sont des problèmes liés à l'usage. Alors j'ai été assez content d'ailleurs d'apprendre aujourd'hui un mot, puisque je fais de l'AMO depuis un certain temps, mais j'aurais bien aimé pouvoir dire AMU et assistance à maîtrise d'usage. C'est un très beau mot. Merci pour votre témoignage. Donc, comment faire aller plus vite les politiques publiques? Paul, les politiques publiques, c'est un peu chez vous, ça, non? Oui, voilà, vu ce que vous dites, je pense que c'est essentiellement un problème de simplification administrative et d'excès de normes dans beaucoup de secteurs. Mais sur la question du sommeil, moi j'ai fait une proposition concrète qui est un peu byzantine et qui consiste à placer un adjoint en charge du repos, un adjoint municipal dans les municipalités, dans les communes, qui puisse avoir une compétence transversale. Alors évidemment, il n'y aura pas d'adjoint au repos dans les communes de 100 habitants, mais dans celles qui dépassent un certain seuil et qui ont un besoin de coordination politique, qui soit à la fois sur la création de zones sans bruit ou la réduction d'émissions sonores, la lutte contre la lumière artificielle nocturne et contre l'éclairage publicitaire intempestif, ou même la sensibilisation aux enjeux du sommeil et la question de la rénovation thermique des bâtiments, parce qu'on sait qu'il est extrêmement difficile de dormir, notamment en période de canicule. Je pense qu'il est pertinent d'avoir justement, pour cette question du repos, un acteur politique qui coordonne l'ensemble. C'est pour ça que je propose un adjoint au repos dans les grandes villes à la Fondation Jean Jaurès. Merci. Oui, alors est-ce qu'on a encore le temps de prendre des questions? C'est OK? Est-ce qu'il y a encore des... Bien. Et les deux dernières. Merci bien. Question un peu casse-gueule. Olivier Hamon, tout à l'heure, nous a fait en intro un exercice de style intéressant sur lequel il a parlé de dérailler. Alors la question que je vous pose à tous les trois, a priori, c'est... On a bien compris que le co-machin, le co-construit, le tout ce qu'on veut, est la bonne solution, est la bonne voie pour aller vers un travail sur ces vulnérabilités, qu'elles soient humaines ou de ville, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire de la co-construction avec des gens qui sont sur des rails, qui nous emmènent dans le mur, que ça soit d'un point de vue sociétal ou conscience de ce vers quoi il faudra aller? J'ai dit que c'était casse-gueule. Bonjour, Cécile, élue et puis directrice d'une association qui participe à Faire la Ville. Je complète parce que c'est un petit pas de côté, mais dans la même veine de la question. Tout à l'heure, Johan, vous nous avez dit, en fait, souvent quand on nous interroge, et peut-être les différents métiers présents ici, on nous demande de nous intéresser à la parcelle et pas plus loin que la parcelle. Moi, ma question, c'est comment justement, dans les métiers présents ici, on accepte de sortir des rails et justement d'aller dire à un moment donné, attendez, là, la commande publique, si c'est rester dans la parcelle, ça ne va pas être possible. Ou alors, en tout cas, vous allez vous planter si vous restez dans cette parcelle-là. Donc, comment, justement, toutes les pistes, méthodes, réflexions, visions que vous nous amenez ce matin, eh ben, elles sont ramenées pour aller bousculer la commande publique, en fait, justement, dans ce que vous avez apporté. Vous parlez en tant qu'élu, madame ?
là? Non, parce que du coup, je vais Oui, répondre. en partie. Ok. Oui, en partie. Mais aussi en tant que citoyenne engagée depuis longtemps dans la manière de faire la ville et où je constate que parfois, justement, les concepts mobilisés, les méthodes mobilisées, elles sont dévoyées. Et donc, du coup, c'est facile d'aller dire on a fait de la concertation. Mais si c'est faire de la concertation à l'échelle stricte d'une parcelle, Je vais vous répondre. on s'est planté. Changez vos politiques d'attribution des marchés publics. Et- Je vais vous dire comment. Et pardon, je crois qu'on est obligé de laisser la place. Donc, Ah, 1 minute. Oui, Ok, voilà. d'accord. Bon, je vais terminer là-dessus alors. Changez vos politiques d'attribution des marchés publics. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les vulnérabilités, c'est quelque chose de systémique. Il y a des vulnérabilités relationnelles, sociales, démocratiques. Là où ça vote pas, on va faire plus de concertation. Parce qu'en fait, il faut que ça vote demain. Donc, du coup, on va réhabituer les gens. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on dit la concertation, ça prend du temps, c'est chiant, etc., ben non, en fait, on va le faire plus là, ici. Donc, c'est cette lecture croisée des vulnérabilités qu'il faut mettre en œuvre. Donc, pour ça, en fait, il faut faire des diagnostics annuels des vulnérabilités selon les quartiers. Ça, c'est déjà la première chose. Ça, c'est à vous de le faire. C'est plutôt aux collectivités de le faire. Accompagné, évidemment, par des gens comme nous, par exemple, ou par d'autres. Mais ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment, en fait, vous choisissez vos projets à la fin. Arrêtez de les choisir en fait uniquement sur la question esthétique ou uniquement sur la question de la charge foncière. Eh bien, il faut effectivement demander aux concepteurs et aux conceptrices, demander aux opérateurs immobiliers, sur la base des diagnostics de vulnérabilité que vous aurez fait au départ, eh bien, vous vous dites finalement quel projet répond le plus à ces questions de vulnérabilité. Comment en fait il impacte le plus quelque part un impact social, environnemental, etc., etc. Mais dans une dimension croisée, en fait, et pas uniquement en répondant à cet aspect. Et deuxième chose, c'est comment finalement ce projet va impacter le moins possible les personnes qui sont déjà en situation de vulnérabilité. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut passer à un urbanisme effectivement des besoins de cette manière-là. merci. Donc, vous l'aurez compris, dans tous les projets aujourd'hui, si vous voulez que l'on avance, la mission complémentaire sur des appels d'offres et des appels à candidature d'AMI, d'AMU, assistance à maîtrise d'usage, est vraiment essentielle si on veut accélérer le processus d'amélioration de la qualité de vie et de la pacification de nos quartiers et de nos cités. Je vous remercie tous les trois. Je vous donne la parole. Merci beaucoup Nadia, merci à tous.